va ouais, tenter. ok. Ça fera venir celles et ceux qui avaient dit oui. Voilà. Donc, on a prévu de parler de l'évaluation à distance. 2 volets, je pense. Le premier, comment est-ce qu'on évalue à distance? Et le deuxième, comment est-ce qu'on évalue la formation à distance? Qui veut se lancer là-dedans? Christian, tu as une longue expérience maintenant. Ouais. La première question me semble bien là, évaluée. En fait, la question, j'ai envie de la reformuler en 4 points. Qu'est-ce qu'on évalue? Qu'est-ce qu'on évalue? Si on se réfère au modèle de Kirkpatrick, il y a des choses faciles à évaluer à distance et d'autres peut-être un peu moins. Niveau 1, satisfaction. Bon, là, c'est simple. On a un questionnaire de satisfaction et ce n'est pas très différent de l'évaluation en présence. Niveau 2, les connaissances. Évaluation des connaissances. Et là, tu évoquais, Philippe, des outils qui sont vraiment dédiés à l'évaluation, qui sont très sophistiqués, qui permettent de faire de l'évaluation sommative, mais aussi formative avec la génération de questions aléatoires, de la récurrence, des envois de questions de vérification. Le niveau le plus problématique pour moi, c'est le niveau 3, les transferts en situation de travail, c'est-à-dire comment on évalue que les connaissances acquises vont être utilisées en situation réelle de travail. Et là, c'est le point le plus délicat. Le quatrième, les impacts sur la performance de l'organisation. Je ne pense pas qu'on le fasse très souvent. J'ai rarement vu une entreprise le faire vraiment. Donc, le faire à distance, certainement, il y a des moyens d'évaluer à distance, mais je pense que ça risque de nous poser un certain nombre de questions sur comment on établit le référentiel avant d'imaginer évaluer le niveau 4 de Kirkpatrick. Donc, il y a un sujet qui me tient à cœur, c'est le niveau 3, parce que pour moi, c'est sur le plan théorique le plus difficile. Les 2 autres, je vous les laisse. Moi, je coche tout juste, Christian, sur la satisfaction. Je suis très content de cette remarque. Simplement, oui, c'est une bonne question de se poser la question de l'évaluation à distance. Bon, il faudrait déjà avoir résolu celle de l'évaluation de la formation en vrai. Et donc, je crois qu'on n'est vraiment pas au bout, une fois de plus. Mais moi, il me semble qu'on a au moins autant de moyens à notre disposition avec le à distance que l'on en a avec la formation en salle, si on compare ces 2 logiques. Alors peut-être, Philippe, j'anticipe sur ta deuxième question. Peut-on évaluer à distance et puis évaluer la formation à distance? Et comme je ne suis pas compétent pour la première, je le suis peut-être légèrement un peu plus sur l'évaluation de la formation en elle-même. Et ce que je me dis, c'est que les outils qui sont à disposition aujourd'hui permettent, s'ils sont bien utilisés, si on implique un peu le management dans cette évaluation, peut-être d'avoir un regard un peu plus objectivé de l'évaluation. En tout cas, on en a les moyens. Après, c'est toujours pareil, c'est un problème de motivation, d'implication du management. Est-ce que, suite à une formation, quelle qu'elle soit, à distance ou pas, on demande au manager d'aller quelque part dans une plateforme, dans un outil, renseigner ce qu'il constate en matière de progrès et de transfert des compétences des collaborateurs qui ont été formés. Est-ce qu'il peut dire oui, c'est bien, oui, c'est mieux, oui, j'ai constaté une vraie progression de telle ou telle compétence mise en œuvre auprès de cette personne-là? C'est toujours cette problématique de motivation, mais les outils sont là, en revanche. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et je pense que c'est toujours difficile de faire la différence entre le niveau 3 et le niveau 4 aussi, que tu évoquais, Christian. C'est-à-dire que le transfert, finalement, des acquis, c'est le début de l'évaluation éventuellement de la performance aussi, quelque part. Et donc, le regard du manager, il pourrait être exploité sur ces deux axes, c'est-à-dire mesurer s'il constate effectivement qu'il y a un transfert des acquis concret,
Et deuxièmement, est-ce que cette progression-là a un impact sur la performance de l'entreprise, de l'organisation, en tout cas du poste en lui-même? Mais les outils, je pense, sont largement là. Le problème, c'est motivation des managers à les utiliser. 2, capacité à les utiliser. 3, rigueur dans l'utilisation, parce qu'effectivement, si je le fais pour l'un, je dois le faire pour les autres. Mais on doit pouvoir objectiver de plus en plus quand même cette évaluation. Et je pense que les outils à distance permettent de faire des évaluations à distance qui sont de plus en plus performantes, ou devraient permettre. J'avais envie de vous lire un truc que j'ai reçu à 17h30 aujourd'hui. Nous avons remarqué, alors ça ne s'adresse pas ni à moi ni à mes camarades directement, c'est suite à une consultation, le traditionnel jeu de questions-réponses qui précède une sélection. Alors je ne sais pas si le rapport est très étroit avec l'évaluation, mais suite à une question, voici la réponse. Nous avons remarqué que le développement des e-learning a conduit à une forme d'uniformisation graphique et pédagogique. Les textes et les voix sont aseptisés, pour ne pas dire soporifiques, etc. Alors, aucun parti pris n'apparaît clairement en parcourant ces formations, si ce n'est celui d'éviter de choquer et d'être politiquement correct. C'est sympathique, non, comme formulation, tout ça. Je ne voulais pas aller jusqu'au bout. Vous avez vu, j'ai quand même prolongé la lecture. C'est de quel type d'évaluation ça relève, ce type de formulation? Est-ce qu'on évalue la ressource en elle-même au sens qualitatif, comme on évaluerait la satisfaction, j'allais dire, à l'issue d'un stage, le formateur était bien, il était mal habillé, etc. Ou est-ce qu'on évalue l'effet de ce que l'on vit, c'est-à-dire est-ce qu'on en a transformé les gens? Bon, les deux sont en forme de débat, c'est ça, j'attendrai cette réponse. Les deux, mon capitaine. Moi, je trouve que, alors, évaluer la formation à distance n'est pas qu'évaluer les ressources, hein, c'est vraiment les activités pédagogiques, le déroulé pédagogique, l'accompagnement, etc. On n'a pas de Christian. Et ce qui est intéressant aussi, à mon avis, c'est vraiment de combiner les deux, parce que quand on va faire du questionnement, et d'autant plus quand il est fait automatiquement par des outils, on va collecter beaucoup de data. Alors souvent, on n'utilise que la data individuelle pour donner une note et une réussite à un apprenant. Puis on élimine le fait de pouvoir aller regarder l'ensemble des données collectées. Alors, regarder l'ensemble des données collectées pourra permettre de savoir si il y a une ressource qui aborde un concept qui donne une évaluation moins bonne de ce concept sur une cohorte d'apprenants. Ce qui veut dire, c'est pas que les gens ont du mal à comprendre ça, c'est que la ressource explique mal. Si on va plus profondément sur des questions, sur une série de questions, et qu'on regarde qu'il y en a une sur laquelle tout le monde s'est planté, et pas simplement regarder la note moyenne. Ah, chouette, les gens ont bien réussi ce quiz. Non, on va fouiller question par question. Est-ce qu'il n'y en a pas une qui est ambiguë, qui est piège, qui questionne sur une notion qui n'a pas été abordée pendant la formation? Ça arrive, hein. Donc on peut très bien avoir omis de traiter quelque chose, mais questionner dessus quand même. Et ça, l'évaluation du dispositif, en dehors de la satisfaction de l'utilisateur à la formation, ça n'est pas dans l'échelle de Kirkpatrick d'évaluer. Et ce que tu disais, Nicolas, ta remarque, c'est ça, c'est-à-dire que quand on évalue ce qui a été fait, la satisfaction, au-delà de la performance même, est-ce que ça a servi à apprendre? Est-ce qu'on a pris un quelconque plaisir à se former avec du trop politiquement correct, on reste trop sérieux parce que le sujet est très sérieux, et qu'on a un ton monocorde parce qu'on a envie mais on ne sait pas le faire d'imiter les voix FIP, etc., etc. Alain. Dans un dispositif, il y a plusieurs phases en fait, et que finalement c'est intéressant d'aller évaluer, pour l'ingénieur pédagogique ou le formateur, d'aller évaluer chacune de ces phases, et pas juste de manière globale, alors ça s'est bien passé, c'était chouette. Non, c'est pas vraiment ça qui va permettre d'avoir une démarche d'amélioration et donc de utiliser la data donnée par l'évaluation. Et que ça soit pour l'évaluation de satisfaction ou l'évaluation de connaissance, je trouve qu'il y a quelque chose qu'on fait pas, ou pas assez, c'est de faire un positionnement amont et puis de vérifier en aval où on en est. Parce que, oui, dis-moi. Ouais, c'est extrêmement important parce qu'en fait,
on a une vision assez élitiste des résultats parce que on est désincarné et on est éloigné des gens quand on fait de la formation à distance, quand on construit un dispositif à distance et un quiz. Ce qu'on veut, c'est de la réussite quand on fait le quiz. Alors, on fait des questions pour tester les gens qui savent et puis les gens qui savent un peu, à moitié, ou qui ont presque compris, en fait, on les écarte parce qu'on ne leur donne pas la chance de se rattraper avec des questions un peu plus faciles. On veut vraiment tester que les gens qui auront 100%, puis alors on accepte éventuellement qu'ils descendent à 75%, que les gens parfaits se trompent un petit peu, puis on leur donnera quand même le diplôme, alors qu'on peut avoir des gens qui partent de très loin et qui ont fait beaucoup plus d'efforts que les autres pour se former, qui ont beaucoup plus progressé, puis qui vont arriver à 60-65%, puis qu'on va éjecter du truc en disant « mais non, tu n'as pas eu les 70 ou les 75% de taux de réussite », alors qu'ils sont beaucoup plus méritants que ceux qui partaient pas de zéro et qui ont cavalé dans la formation en pointillé et qui vont assez facilement avoir les 76% de réussite en faisant des efforts sur quelques questions. Et puis eux, on va les récompenser. Si c'était en salle, si c'était devant un formateur que ces deux comportements très distincts se passaient, eh bien, le formateur aurait donné, je pense, la réussite à celui qui a fait beaucoup d'efforts pour le récompenser et aurait peut-être réfléchi à 2 fois en se disant le fumiste, là, qu'est-ce que je fais? Je lui donne ou pas? Donc, je trouve qu'on a tendance à déshumaniser un peu l'exercice de l'évaluation automatique. Et ce que tu dis, donc, de faire l'écart entre le niveau de début et le niveau de fin devrait pondérer largement le seuil de réussite. Oui, là, on parle quand même beaucoup de récupérer des informations, des données. Donc, on parle beaucoup de quiz. Et ça n'est qu'une forme de ce que l'évaluation peut être. Nous, les évaluations, elles revêtent plusieurs formes, mais on essaye au maximum de faire produire à l'apprenant quelque chose, un livrable sur le contenu. Et ce que tu dis est important, c'est-à-dire que le questionnement qui soit sous forme de quelque chose préparé, mais à l'oral, à la fin d'une formation avec un formateur, ou qui soit automatique, rien ne remplacera l'observation. Les deux observations au deux moments, le moment où la personne s'est formée et le moment où on lui demande de mettre en application, de restituer et d'appliquer. C'est très rigolo, c'est quand on interroge les responsables formation, on leur dit qu'est-ce que vous pensez le plus utile? Tu vois, donc tu dis le niveau 1, 2, 3, 4 de Kirkpatrick. Qu'est-ce que vous pensez être le plus utile dans l'évaluation? Alors, ils te disent le 1, bon, la satisfaction, voilà. Le 2, la rétention d'informations, ouais, ça commence à être intéressant. 3, changement de comportement, ah ouais, ça, je trouve ça très utile. 4, l'impact sur l'organisation, ah ouais, ça, c'est génial. Qu'est-ce que vous faites? Ben, le 1, on fait ça à mort, et pourtant, c'est pas très utile. Le 2, on le fait de temps en temps. Le 3, quasiment jamais. Le 4, c'est infaisable. Alors, tu disais, Nicolas, qu'il y avait des gens qui faisaient des analyses et des remarques plutôt très critiques sur le boring learning, le e-learning un peu aseptisé, etc. Mais l'art de questionner, de faire des questions qui ont du sens et dont le résultat est pertinent, l'exercice est presque encore plus difficile que de transmettre la connaissance. Moi, j'aime bien essayer pour savoir si une question est pertinente ou pas, non pas de regarder comment elle est formulée, mais de regarder ce qu'on propose comme réponse. Et juste de lire les réponses proposées sans la question, on mesure à quel point le résultat de la question peut être totalement futile. Alors, je vous donne des exemples. Essayez de deviner la question d'une réponse qui serait vraie. Ouais, non, mais on peut compter toutes les portes ouvertes quand on regarde les questions qui peuvent être posées. Alors, encore plus précis, hein, quelle pourrait être la question dont la réponse serait 10? Et après, tu peux avoir des réponses qui seraient, par exemple, 10% de majoration. Ah, ça commence à... Et tu peux avoir,
j'aurai certainement 10% de majoration. Tu te dis, ah, j'aurai 10% de majoration parce que j'ai dépassé la date limite. Là, effectivement, tu dis, quand tu commences à proposer ça comme réponse, la réponse fournie par l'apprenant peut avoir un peu plus de sens et de pertinence pour attribuer des points que vrai ou 10. Mais bon. Et est-ce que c'est pas juste révélateur de la place qu'on laisse à l'évaluation aujourd'hui? Oui, C'est plus que ça même, c'est révélateur de la place qu'on laisse à la formation. C'est-à-dire que le fait de ne pas vouloir ou pas savoir ou pas se prendre le temps pour évaluer, se dire c'est trop compliqué finalement, ben, c'est simplement parce que la formation, ce que l'on vise, c'est avoir formé. J'ai formé, j'ai fait le dispositif, je l'ai diffusé, les gens l'ont suivi, et puis je m'en tiens là, parce que je suis évalué sur le nombre d'heures produites, sur le nombre de sessions faites, sur la maîtrise de mon budget formation, sur tout un tas de paramètres. Or, ce qui devrait être la finalité première de la formation, c'est est-ce que ça produit des effets? Est-ce que oui, on peut mesurer ça? Ah ben non, c'est trop compliqué, le ROI. Christian, tu vas intervenir, j'imagine. Oui, je voulais juste prolonger ce que tu étais en train de dire concernant ce qu'on regarde effectivement, ce qu'on mémorise en termes d'évaluation, c'est des données quantitatives sur le suivi, le temps passé, etc. Juste pour donner une anecdote donnée par Peter Senge dans la 5e discipline, qui parlait du grand pape de la qualité qui a inventé la roue de Deming et qui disait en substance à la fin de sa vie 97% de ce qu'on compte ne compte pas. C'était sa conclusion à 85-90 ans. Cet homme qui a remis sur pied le Japon en introduisant les méthodes qualité, qui a fait que le Japon a dépassé très vite les États-Unis en termes de qualité de ses produits, disait à la fin de sa vie, on compte des choses, mais qui ne comptent pas. Qu'est-ce qu'on évalue? Et je boucle avec toi, Philippe. Effectivement, c'est la place de la formation dans l'esprit des entreprises en France. Il y a des pays où elle a plus de valeur. En France, effectivement, c'est un truc, bon, il faut cocher la case, quoi. Quand on est à distance, c'est marrant. J'en parle comme ça de cette question parce qu'elle m'a toujours semblé bizarre, la question de l'évaluation à distance. C'est vraiment la question la plus chelou du digital learning depuis les débuts du digital learning. C'est le truc, depuis 25 ans, on dit comment on évalue à distance. C'est la question en fait qui déjà en soi porte en elle-même le révélateur de ce qu'est l'évaluation à distance, c'est-à-dire qu'on pose de toute façon la même question exactement dans les mêmes termes depuis 25 ans. C'est-à-dire que même la question n'a pas évolué. C'est que souvent, l'évaluation, c'est le parent pauvre de la conception pédagogique. C'est vraiment le truc qu'on fait à la fin. On se dit, ouais, une fois qu'on en aura fini, on fera le quiz. On fera l'éval. Là, on ne t'envoie pas les questions. Si, il y a même des gens qui se sont posés largement la question. Nicolas, tu nous as partagé dans un document un truc qui m'a rappelé ce que j'avais pu voir précédemment, c'est l'alignement pédagogique défini par John Biggs, qui dit qu'il faut qu'il y ait un alignement entre les objectifs pédagogiques, les activités d'apprentissage et les modalités d'évaluation. C'est vrai que si ce n'est pas aligné, tout ça, on fait des vrais, on fait des faux, on fait des 10, parce qu'à la fin, vite fait, faut évaluer. Et donc, on fait des paraphrases de ce qui a été vu pendant la formation et on teste principalement la mémoire. C'est parfois un parti pris, hein, même, Philippe, si je peux rebondir sur ta remarque. J'ai parfois utilisé le quiz, non pas pour évaluer, mais pour poursuivre l'intention de formation. C'est qu'on dissocie la conception du parcours et des contenus de la conception des... Pire, on isole l'évaluation de la formation, c'est-à-dire qu'elle arrive après qu'on se soit formé en un bloc. Alors que ça serait tellement plus facile, dans ce fameux principe d'alignement, de réfléchir
en même temps qu'on est en train de faire le parcours et le cours en modalité d'évaluation. Et au final, en plus, intégrer l'évaluation directement dans les activités de formation plutôt que d'éviter d'en faire un gros bloc isolé qui est encore plus détaché du contenu. Pour revenir à l'évaluation formative, et j'irai dans le sens que tu évoquais, Alain, c'est-à-dire avoir des questions pertinentes par rapport au sujet. Oui, le plus souvent possible. En fait, des études ont montré que dans le temps passé par un apprenant, le rapport entre le temps pour prendre connaissance, c'est-à-dire lire des contenus, etc., et le temps passé à s'auto-évaluer, s'évaluer, est jamais réellement bien utilisé. En gros, il faudrait passer pratiquement autant de temps à s'évaluer qu'à apprendre. Donc, tout milite pour avoir une évaluation incorporée au parcours et la plus fréquente possible par rapport au grain qu'on aura acquis, par rapport aux unités élémentaires d'apprentissage. On peut aussi le faire évaluer par le formateur, bien sûr, ou le coach, mais aussi on peut utiliser l'évaluation par les pairs, non? Et dire, vous êtes 5 dans mon groupe, je ramasse les copies, je les redistribue de façon aléatoire et puis faites le boulot. Et cette évaluation-là, elle est intéressante parce que généralement, on s'aperçoit qu'ils sont pratiquement plus durs entre eux que ne l'est le maître avec eux. Elle est intéressante parce qu'ils vont donner un feedback sur ce qu'ils ont compris. Elle est intéressante parce qu'ils vont s'être repenchés sur le contenu qu'ils sont censés avoir acquis ou traduit dans l'étude de cas de leur côté. Donc, en fait, on a un double enrichissement du système. D'abord, une dynamique collective et puis en même temps, une révision, pour reprendre l'ancrage dont tu parlais, Alain, vraiment un renforcement de l'ancrage. Sauf toute chose étant égale par ailleurs, s'il n'y a pas trop de conneries dans les travaux qui ont été produits par chacun d'entre eux. Toutes ces stratégies-là me semblent plus intelligentes que de faire des quiz automatisés qui vont porter sur, comme disait Philippe tout à l'heure, la mémorisation, point. Et on n'arrive même pas à la compréhension. On reste au niveau connaissance, mémorisation, pour peu que les questions arrivent dans le même ordre et avec la même formulation qu'au cours de la formation, on se souviendra juste que c'était au milieu qu'il fallait cocher. Tout ce qui va permettre de passer dans les étages supérieurs, c'est-à-dire l'application, comment je vérifie par le biais d'un écrit qualitatif que la personne est capable d'appliquer une règle de 3, par exemple, que sais-je, dans un calcul simple. Ouais. Alors que la distance me permet de favoriser des évaluations, des auto-évaluations, des évaluations entre pairs qui soient nettement déjà plus présentes et que ce soit véritablement inscrit dans le parcours de formation à distance, là où on le faisait effectivement à l'arrache. Il y en a vrai. Non, vrai. Vous allez bien? Ouais, super. Bon. Voilà, la meilleure évaluation qu'on ait vue en fin de formation, bien suivie et qui dit que c'était génial. Bon, voilà. C'est ça. Allez, ciao. Ciao. Merci Alain. Bon, maintenant, je l'avais dit, c'est l'Eurovision, donc je remets les points, j'évalue. Bon, alors pour le décor… Moi, je vote pour l'Allemagne. Voilà. Deutschland, 12 points. Deutschland, 10 points. Quelle était la question? Bon, voilà.